favoriser le projet sioniste. Balfour, en 1905, fait un discours virulent à la Chambre des communes en disant que ces juifs pouilleux qui arrivent de Pologne et qui sèment la révolution à Londres, il faut leur interdire d'entrer en Angleterre, donc il interdira l'émigration en Angleterre. Et 12 ans après, il envoie une lettre à Rothschild, ce qui n'est pas un choix neutre, en disant « Nous sommes en train de conquérir la Palestine sur les Ottomans et ça deviendra le foyer national juif ». Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Pas du tout. Pour les antisémites, les juifs étaient des asiatiques parias, je prends paria qui est le mot d'Hannah Arendt, des parias asiatiques inassimilables en Europe, et en les envoyant là-bas, on en faisait des colons européens pour le service des grandes puissances européennes. Donc le sionisme, avec l'aide des grands de ce monde, va faire que les juifs vont traverser le miroir, vont passer du paria proscrit en Europe aux colons européens en Asie. C'est pas le seul exemple, hein. Vous prenez l'exemple des déportés de la Commune en Nouvelle-Calédonie, à l'exception très notable de Louise Michel qui a été extraordinaire jusqu'au bout et qui a compris dès le début ce qu'était le colonialisme. La plupart des condamnés de la Commune vont collaborer avec le colonialisme, et donc c'est pas un exemple unique où on transforme des gens qui ont été proscrits en décolonisateurs. Mais en tout cas, le sionisme a joué à fond ce rôle-là de transformation. Le sionisme, dès le début, est un colonialisme, mais il faut comprendre que vers 1900, le colonialisme est une valeur dominante en Europe, y compris à gauche, où la plupart des gens pensent que les sociétés occidentales sont supérieures à celles des peuples colonisés et qu'ils vont apporter le progrès. Et donc il y a une espèce de mépris ou de non-connaissance des indigènes, et le sionisme, dès le début, c'est un colonialisme particulier parce qu'il ne vise pas à asservir les indigènes, c'est-à-dire les Palestiniens. Il est d'abord négationniste. Il y a cette phrase terrible de Israël Zangwill en 1905, disant que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, autrement dit niant même l'existence des Palestiniens. Et la première fois qu'on dira les Palestiniens, c'est au moment des accords d'Oslo. Jusque-là, on disait les Arabes, il n'y avait même pas de Palestiniens. Ils seront négationnistes, et en tout cas, la population sur place, ils ne visent pas à la servir, mais ils visent à l'expulser. Ben Gurion lui-même avait écrit en 1919 « Ces faits-là qui vivent en Palestine sont probablement les descendants des Hébreux », là il n'avait pas tort, donc ils se convertiront au sionisme, là évidemment il n'avait rien compris, et en fait bien sûr, dès que les Palestiniens ont compris que le projet sioniste visait à les expulser avec une méthode de colonisation terrible qui était l'achat des terres à des féodaux absents et l'expulsion des métayers présents, et aussitôt la consolidation et l'interdiction de cette terre aux non-juifs. Et ça a été la méthode. En même temps, pour ceux qui auraient des illusions sur le kibbutz, c'est pas par socialisme que les Israéliens ont fait les kibbutz. Le kibbutz était, il faut lire Shlomo Sand là-dessus, était un instrument de conquête. La conquête individuelle de la terre n'était pas possible, alors on a fait une conquête collective, c'était le kibbutz ou c'était le moshav. Mais en même temps, ce socialisme était un socialisme dans une société séparée, c'est-à-dire dans une société interdite aux Palestiniens. Et si jamais un kibbutznik avait la malencontreuse idée de tomber amoureux d'une Palestinienne, ils étaient virés instantanément du kibbutz. Donc voilà, c'est un colonialisme qui, dès le début, apprenait le transfert. Dès les années 1930, dès qu'il y a eu les premières révoltes palestiniennes, 1920-1929, le consensus dans toute la direction sioniste, c'est le transfert, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens au-delà du Jourdain, ou à défaut, la réserve, parce que les sionistes ont toujours rêvé que les Palestiniens deviendraient les Indiens du Proche-Orient ou les aborigènes du Proche-Orient, enfermés dans leurs réserves et incapables de revendiquer leurs droits. Quand on discute avec des sionistes, ils disent « mais on ne comprend pas votre hargne, on est un mouvement de libération nationale, tous les peuples ont droit à un État, pourquoi les Lituaniens ou les Slovènes auraient leur État et le peuple juif n'aurait pas son État ?» Donc ils disent « nous sommes un nationalisme et nous sommes un mouvement de libération nationale ». Il faut quand même comprendre que c'est quand même un nationalisme très particulier, parce que les Lituaniens, il y avait quand même en gros une zone où les Lituaniens étaient majoritaires, où on parlait lituanien, bon, les Slovènes pareil. Mais les Juifs, il y avait un peuple yiddish, mais il n'y avait pas de peuple juif. Et donc, et même là où il y avait un peuple yiddish, dans la zone de résidence de l'Empire russe, au maximum, ils faisaient 10% de la population et 50% de la population des villes, mais ils étaient minoritaires. Et donc, le sionisme a inventé, comme nationalisme, il a inventé la langue, la terre et le peuple. Ça fait quand même beaucoup. Le peuple, parce que
il y a des peuples juifs, le peuple yiddish, le peuple judéo-espagnol, le peuple judéo-arabe, le peuple falacha, le peuple judéo-yéménite, qui sont des arabes, hein, tout simplement convertis au judaïsme. Il y a eu un royaume juif au Yémen, les Himyarites, mais il n'y avait pas un peuple juif, c'était clair. La langue, parce que comme je l'ai expliqué, il y avait des langues juives, mais l'hébreu, langue religieuse, était interdite aux profanes, et la terre, parce que ce soit les juifs laïcs ou les juifs religieux, il n'y avait aucun attachement à cette terre. On en a même une belle preuve historique. En 1492, quand les juifs sont chassés d'Espagne, ça fait quand même 280 000 personnes, ils sont massivement accueillis par l'Empire ottoman, et où ils vont? Ils vont au Maghreb, qui est en train d'être conquis par l'Empire ottoman, ils vont à Sarajevo, ils vont à Smyrne, ils vont surtout à Salonique, qui sera une ville à moitié juive pendant 5 siècles, mais ils ne vont pas à Jérusalem, qui est pourtant ottomane aussi, ils ne vont pas dans les lieux religieux, parce que justement, il y a cet interdit religieux. Donc il n'y avait aucun attachement à cette terre, ils ont inventé ça. Sur sionisme et socialisme, il y a eu à gauche de très nombreuses illusions sur l'État d'Israël. Les kibbutz, c'est en général la gauche sioniste. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, gauche sioniste, c'est un oxymore, mais on va me dire qu'aujourd'hui, que le terme de gauche est utilisé en France pour Valls ou Hollande, ma foi. Bon, je glisse. C'est du même ordre. Voilà, c'est du même ordre, mais cette pseudo-gauche sioniste, il n'y a pas un seul crime commis contre les Palestiniens dans lequel elle n'est pas trempée. L'expulsion délibérée des Palestiniens, le plan d'Aleph 1948, c'est Ben Gurion qui est au pouvoir. En 1967, la conquête des territoires occupés, plus le Golan et le Sinaï, c'est Levi Eshkol qui est au pouvoir avec Moshe Dayan à la tête de l'armée, c'est toujours les travaillistes. Cette même année, c'est un ministre dit socialiste, Yigal Allon, qui fait le plan de colonisation. La colonisation commence dès juillet 1967, et comme les travaillistes n'ont pas le personnel pour aller peupler la Cisjordanie de colonies, ils vont chercher le seul tout petit courant qui est à la fois sioniste et religieux, les disciples du rabbin Kook. Le rabbin Kook était mort depuis 40 ans, mais son fils était vivant. C'est la seule toute petite secte sioniste socialiste. Les autres religieux, sionistes et religieux, les autres religieux étaient indifférents à la question de la colonisation. Et aujourd'hui, ils envoient ces gens avec des millions de shekels coloniser la Cisjordanie. Et aujourd'hui, ce courant national religieux représente à peu près 25% de la population israélienne, si on en croit toutes les élections depuis 20 ans. Et évidemment, comme ils disent, Dieu a donné cette terre au peuple juif, il n'y a pas la moindre négociation qui est possible avec eux. C'est en tout cas les travaillistes qui ont créé ce courant-là. C'est un ministre travailliste, Fouad Ben Elizer, qui fait ministre des infrastructures, qui est à l'origine de la construction du mur. C'est un ministre travailliste, Amir Peretz, qui est à l'origine de l'attaque contre le Liban en 2006. C'est un ministre travailliste, Ehud Barak, qui est à l'origine de Pont Durci. Bref, vous ne trouverez pas un seul crime commis contre les Palestiniens dans lesquels cette pseudo-gauche n'a pas trempé. Donc voilà, sans lever. Et j'ai parlé de la Histadrout tout à l'heure. C'est un syndicat fondateur de l'État d'Israël, c'est un syndicat sioniste, et c'est un syndicat raciste au départ. C'est-à-dire que ce syndicat n'a jamais défendu ni syndiqué les travailleurs non juifs, donc d'abord les Palestiniens qui ont été escroqués, et puis maintenant les travailleurs d'Afrique de l'Est, ou les Vietnamiens, ou les Thaïlandais qui travaillent en Israël. Il existe maintenant un petit syndicat non sioniste, Koach Yahovdim, qui syndique, ils ne sont qu'une vingtaine de milliers, mais qui syndique tout le monde. La Histadrout, syndicat sioniste, est un syndicat raciste par définition, de par sa constitution même et de par ses statuts mêmes. Dans le petit bouquin que j'ai écrit, j'ai parlé aussi de sionisme et fascisme. Alors évidemment, tout de suite, les gens vont hurler. Et apparemment, c'est sur ce passage-là que l'article dans la Marseillaise annonçant cette soirée n'est pas paru. Ça a choqué la direction de la Marseillaise. Il semblerait que l'article paraisse demain, on va voir. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire sur sionisme et fascisme. D'abord, il faut savoir qu'il y aura une scission dans le mouvement sioniste vers 1930, que l'aile droite, qui s'appelle elle-même l'aile révisionniste, fondée par Vladimir Jabotinsky, va avoir des référents fascistes. Jabotinsky avait vécu de nombreuses années en Italie, il était admirateur de Mussolini, il est à l'origine de la théorie du transfert, en imitation de ce que les Italiens ont fait en Éthiopie, et aujourd'hui tous les dirigeants israéliens sont des disciples de Jabotinsky, autrefois Begin ou Yitzhak Shamir, plus récemment Sharon, mais même aujourd'hui, évidemment, Netanyahou, Tzipi Livni ou tout. Et
et l'aile socialisante de Ben Gurion. En 1933, quand Hitler prend le pouvoir, les Juifs américains déclarent le boycott de l'Allemagne nazie. Il y a toute une très grande émotion dans le monde juif partout. De nombreux Juifs s'engageront dans les brigades internationales contre le nazisme et tout. Mais Ben Gurion, depuis le Guichouf, depuis la Palestine mandataire, brise le boycott des Juifs américains, négocie avec les nazis les accords de Havara, qui veut dire transfert en hébreu, et qui, en gros, permettent aux Juifs allemands d'émigrer en Palestine avec leurs biens, alors que l'émigration est interdite pour l'Angleterre, la France ou les États-Unis. L'agence juive ne fermera son bureau à Berlin qu'au début 1940, quand en gros Hitler a pris la décision de l'extermination. Hitler prépare l'attaque contre l'URSS, il a donc décidé l'extermination des Juifs, notamment celles que commettront les Einsatzgruppen en route vers l'URSS. Et c'est à ce moment-là que cesse, en gros, l'expulsion des Juifs allemands. Jusque-là, même s'ils ont été très persécutés en Allemagne, ils pouvaient encore émigrer avec leurs biens jusqu'au début 1940. Et c'est Ben Gurion qui avait négocié ça. Il y aura des groupes terroristes seront créés dans l'extrême droite sioniste, l'Irgun, dirigé par Menachem Begin. L'Irgun elle-même scissionnera avec le groupe Stern, dirigé d'abord par Abraham Stern, puis par Yitzhak Shamir. Il faut savoir que ces groupes ont fait des très très grand nombre d'attentats contre des civils palestiniens. Ils s'en prendront aussi aux Anglais à partir de 1937, quand l'Angleterre, après la grande révolte palestinienne, limitera l'immigration juive en Palestine. Si l'Irgun arrête ces attentats anti-anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, le groupe Stern continue. Le groupe Stern assassinera des soldats britanniques ou des dignitaires britanniques jusqu'au début 1944. Lord Moyne, c'est début 1944, c'est le haut représentant anglais en Égypte. Donc, les Anglais viennent de gagner El Alamein et leur représentant en Égypte est assassiné par des sionistes. Donc Yitzhak Shamir sera quand même, il ira même Yitzhak Shamir jusqu'à envoyer des émissaires dans un consulat nazi pour dire aux nazis, nous avons un ennemi en commun, l'Angleterre, nous pouvons nous entendre. Autrement dit, l'État d'Israël a eu pendant 7 ans un Premier ministre, Shamir, qui n'était pas seulement un terroriste, comme Begin, son prédécesseur, mais qui était un authentique collabo. Et après, ils vont vous expliquer, ils vont vous parler de génocide et d'antisémitisme, mais Israël a eu pendant 7 ans un Premier ministre collabo. En 1942, l'Organisation sioniste mondiale tient son congrès à l'hôtel Biltmore à New York. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une résolution finale sur on va utiliser tous les moyens pour vaincre le nazisme. Non, non, la résolution finale, c'est nous établirons un État juif sur l'ensemble de la Palestine. On pourrait continuer comme ça. Après-guerre, Ben Gurion va entamer des négociations avec Adenauer, premier chancelier d'Allemagne, et celui qui va mener les négociations, c'est Globke. Globke était le nazi qui avait fait les lois raciales de Nuremberg, qui a échappé au peloton d'exécution en 1945 en dénonçant ses petits camarades, et qui après sera rapidement blanchi, deviendra le principal conseiller d'Adenauer. Et c'est lui qui négocie avec entre l'Allemagne et Israël un accord. En gros, l'État d'Israël recevra plus de 50 milliards de marks en 40 ans de la part de l'Allemagne, qui va indemniser les victimes juives du nazisme, mais pas en toucher beaucoup, mais qui n'indemnisera pas les autres. Et en échange, l'État d'Israël aide l'Allemagne à re-rentrer dans le concert des nations. Et effectivement, cette aide a permis à l'Allemagne, petit à petit, de re-rentrer dans l'ONU et de reprendre son rôle de puissance. C'est ça, c'est un ancien nazi qui est à la base de tout ce travail. Je vais terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le sionisme? Aujourd'hui, le sionisme a transformé Israël en une espèce de tête de pont de l'Occident en Asie occidentale. Clairement, Israël est un État occidental. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut comprendre que le sionisme existe depuis 110 ans. C'est depuis 1967 véritablement que cet État est un petit peu le 51e État des États-Unis, avec une interdépendance, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont les Américains qui dictent aux Israéliens leur politique. C'est la direction sioniste qui est maître du jeu sur tout ce qui concerne la question palestinienne, et on l'a vu encore récemment avec la façon dont ils ont humilié Joe Biden ou John Kerry, venus demander des pseudo-négociations qui n'étaient que des demandes de capitulation, mais même ça, c'était trop pour Netanyahou et consorts. Voilà, sur le sionisme, je conclurai en disant qu'on ne se trompe pas, cette question, elle est centrale. On ne peut pas
isoler un aspect du sionisme des autres parce qu'on ne comprendrait pas sa force. Dans la tuerie qui vient d'avoir lieu à Gaza, 85% des Israéliens juifs ont approuvé. On ne comprendrait pas cette idée-là si on n'a pas derrière le complexe de Masada, cette idée que le sionisme a inculquée aux Israéliens, que les victimes ont été, sont et seront toujours les Juifs, qu'Arafat est un nouvel Hitler, que les Palestiniens sont des nouveaux nazis, qu'on veut les détruire et que s'ils reculent, c'est les Juifs à la mer. Cette idée, elle est majoritaire dans l'opinion israélienne et c'est le sionisme. Quand on rencontre des anticolonialistes israéliens, je me souviens de Keren Manor quand elle est passée à Marseille, et qui nous disait vous les Occidentaux, vous pouvez être contre votre gouvernement, contre le capitalisme, mais nous on est contre l'air qu'on respire. Et l'air qu'ils respirent là-bas, c'est l'air sioniste. Donc voilà, je veux essayer de vous convaincre que cette question-là, elle est totalement centrale, que l'idée aujourd'hui de recommencer Oslo est une absurdité totale. C'est-à-dire qu'imaginer une paix qui ne pose pas les questions centrales, la colonisation, l'occupation, l'apartheid, qui ne reprend pas les revendications de l'appel BDS, l'appel palestinien, qui dit fin de l'occupation, de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens, droit au retour des réfugiés, ça c'est le droit. Mais ça veut dire la fin du sionisme. Voilà.